Merci d'être sur la télévision. La barre poursuit le journal de ce jour, jeudi 10 septembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette pensée d'abord aux acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant de la page TLP Niger qui vont passer leur 184e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Le président du comité international de la Croix-Rouge CICR séjourne au Niger depuis hier, mercredi 9 septembre 2020. Peter Maurer est venu s'inquérir de ce que fait le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Niger pour assister les populations affectées par les conflits et les catastrophes. Ce jeudi, il a animé une conférence de presse conjointement avec le président de la Croix-Rouge nigérienne. Résumé. Je suis revenu. C'est pour la troisième fois que le président du comité international de la Croix-Rouge CICR foule la terre nigérienne. Cette troisième visite de Peter Maurer coïncide avec les inondations en cours au Niger où plusieurs régions du pays sont touchées, occasionnant d'importants dégâts. Plus de 38 000 ménages affectés, environ 290 000 sinistrés, 65 morts malheureusement enregistrés et des milliers d'hectares de terres cultivables submergées. Il y a un besoin assez important parce que quand je regarde Niamey, il y a à peu près 4 700 maisons qui sont effondrées et qu'on a à peu près 31 000 sinistrés. Et ce n'est pas fini puisque les choses, on ne sait même pas si encore ça va, on va ajouter d'autres sinistrés. Donc le problème est assez important qu'il y a lieu d'abord de bien recenser les choses. Et maintenant, on va essayer, nous, avec nos partenaires, essayer de solliciter quelques moyens que nous pouvons avoir pour continuer à faire ce que nous avons commencé à Maradi, à Dosso et à Tawa. La première préoccupation, c'est les abris. Parce qu'ils sont dans les écoles. Bientôt, l'école doit reprendre à partir d'octobre. Et vous voyez la difficulté qu'il y a aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse reloger, et vous avez entendu le nombre de personnes qui sont concernées, pour les reloger. Mais nous avons, nous, au niveau de la Croix-Rouge, nous avons la Croix-Rouge luxembourgeoise qui s'occupe des abris, qui est en train de voir comment justement intervenir pour faire en sorte qu'il y ait des abris. Mais en ce qui concerne l'alimentation, c'est-à-dire les vivres, là également, nous avons des partenaires qui sont en train de se préparer à faire la Croix-Rouge danoise en ce qui concerne les distributions de vivres pour 700 ménages à Zender. Donc nous avons une préoccupation surtout sur les abris. Face à la presse, le président du CICR, au vu des urgences qui se présentent, Peter Maurer annonce le rallongement de l'enveloppe budgétaire du mouvement au Niger. On vient de proposer et de décider en gouvernance du CICR il y a quelques semaines une rallonge budgétaire de plus de 12 millions de francs suisses, dont 3,5 millions spécifiquement pour le Niger, les autres millions pour les autres pays du Sahel. Si je suis ici, c'est aussi, encore une fois, diplomatiquement et politiquement pour rendre attentif la communauté internationale, la complexité de la situation, des besoins qui sont exponentiels, des ressources qui malheureusement ne sont pas et ne suivent pas l'exponentialité des problèmes et rendre attentif à la complexité des problèmes avec lesquels on est confronté. L'accroissement des besoins et la complexité de la situation au Niger et au Sahel en général interpellent le président du CICR qui entend mobiliser les partenaires du mouvement au plan international pour mettre la main dans la poche. Je voulais mettre un signal combien il est important aujourd'hui de rebalancer la discussion internationale, de ne pas nous focaliser exclusivement sur la pandémie, mais de prendre en considération de nouveau toute la complexité des problèmes, mais seulement
non seulement de rebalancer la discussion internationale, mais aussi de la focaliser sur le fait qu'il y a des besoins qui sont en train d'accroître exponentiellement, alors que chaque donateur, un peu pudiquement, quand j'entre dans son bureau, me dit qu'il n'a plus d'argent. Je pense que c'est une absurdité et je pense qu'il faut la relever, il faut en parler et il faut mobiliser et encourager la communauté internationale de s'occuper du Sahel, de s'occuper du Niger et des autres pays sahéliens. Le président de la Croix-Rouge nigérienne et celui du CICR ont conjointement animé une conférence de presse qui a tourné autour de la lutte contre le Covid-19 et les inondations au Niger. Ce vendredi, le président du CICR va rendre visite aux personnes handicapées qui bénéficient d'une assistance du mouvement avant de s'envoler pour Ouagadougou, au Burkina Faso. Les autorités nigériennes et les bonnes volontés se mobilisent pour gérer la situation des inondations sur l'ensemble du territoire national, mais particulièrement ici au niveau de la capitale, où le débordement des eaux du fleuve Niger ont occasionné d'importants dégâts et d'énormes conséquences aussi sur les activités économiques, précisément à la rive droite où plusieurs boutiques ont été inondées. Une situation que déplorent certains boutiquiers dans ce reportage signé Fatia Inoussa et Ibrahim Abdou. La situation des inondations de la rive droite est de plus en plus inquiétante. Une situation qui ne laisse pas indifférents les commerçants de cette même localité. Ces derniers sont obligés de fermer leurs boutiques et de plier bagages pour s'installer dans un autre endroit. D'autres, par contre, n'ont pas fermé, mais se plaignent de la rareté de la clientèle. On rend grâce bien que les clients se font rares, puisque la plupart des sinistrés ont déménagé. Même ceux qui ne sont pas encore inondés sont en train de quitter les lieux. Cette même situation est favorable pour certains commerçants qui, pour eux, avec la fermeture de plusieurs boutiques et le déménagement de la population, voient leur commerce s'accroître de jour en jour. Concernant le marché, les clients viennent. Nous profitons avec les sinistrés qui ont trouvé refuge dans notre zone. Comme on le voit, les conséquences du débordement des eaux du fleuve sont énormes et affectent presque tous les secteurs sur le territoire du 5e arrondissement. C'est pourquoi la population doit prendre son mal en patience en attendant la normalisation de la situation. Restons à Harobanda, à la rive droite, où nous sommes intéressés cette fois-ci aux piroguiers qui, eux, profitent de cette occasion pour se faire de l'argent. C'est un reportage signé Mbeko Félicité et Ibrahim Abdou. La montée des eaux du fleuve qui a occasionné des inondations à la rive droite de la capitale a vu les piroguiers élargir leur champ d'action jusqu'à des endroits inhabituels. Ces pirogues permettent aux sinistrés l'accès à leur habitation pour évacuer ce qui peut être sauvé. Cependant, il est à déplorer certains comportements. J'ai demandé tout de suite, ils ont dit que c'est 500. Ils sont chers quand même. Les pirogues, en tout cas, exagèrent parfois, puisque je ne peux pas surtout comprendre. C'est vrai, c'est une situation qui nous impose tous, mais tu vas voir comment des gens là qui traversent pour venir faire leurs affaires quelque part. Pour prendre les pirogues, là, il faut à peu près 500. Nous sommes contre cela et donc ils interpellent surtout les autorités nigériennes de prendre des dispositions possibles par rapport à cette situation. Une situation qui permet ainsi aux piroguiers de tirer leur épingle du jeu en réalisant de bons chiffres d'affaires. Il arrive qu'on gagne 20 000 voire 50 000 francs par jour, mais ces 2 derniers jours, on gagne un peu moins. Nous transportons jusqu'à 1000 personnes par jour et il nous arrive de gagner 3 000 voire 4 000 francs par jour. Force est de constater que l'adage qui dit « le malheur des uns fait le bonheur des autres » trouve malheureusement tout son sens dans cette situation. Toute chose qui pousse les insensibles à se demander dans quel genre de société vivons-nous de nos jours.
Pourquoi ne pas faire sienne la sagesse selon laquelle un jour on est le chasseur et un autre jour on devient le gibier? À méditer. Merci beaucoup, félicité. De la rive droite, rendons-nous directement à la commune rurale de Liboré, c'est à une dizaine de kilomètres de Niamey sur la route de Kolo. Là-bas aussi, les eaux ont fait des dégâts, ce qui a suscité ce reportage d'une équipe qui s'est rendue sur place, qui a interrogé les sinistrés. Reportage Asma Oseidou, Sadoudoumi. Liboré, village situé à une vingtaine de kilomètres de Niamey, n'est pas épargné par la vague d'inondations que sont victimes les riverains du fleuve Niger. Même effet, même désolation, des rizières complètement englouties, des champs totalement dévastés, plusieurs maisons effondrées, faisant ainsi des centaines de sinistrés impuissants et désespérés devant la situation. Nous avons à peu près 10 aménagements. Et au niveau de ces 10 aménagements, nous avons eu l'information comme quoi tous ces aménagements ont été inondés. Il n'y a que l'aménagement de Liboré qui reste sur les 10. Nous avons alerté les autorités comme quoi il y a une fuite au niveau d'un village. Et l'eau coule sur le goudron. Nous avons demandé à ces autorités de voir dans quelles conditions on va barricader l'eau avec de la latérite, parce que quand l'eau va couler et ça va venir de l'autre côté, du côté est du goudron, ça va encore retourner dans l'aménagement. Et quand ça retourne dans l'aménagement, ça va inonder l'aménagement. Et en inondant l'aménagement, la digue va céder. Et quand la digue cède, c'est au moins 7 villages qui vont en pâtir. Donc du coup, le département n'aura aucun moyen de survivre, parce que c'est un rappel. Aujourd'hui, tout ce que nous avons eu comme riz, il y a des démarcheurs qui sont venus ici et les amener au Nigeria. On a acheté le sac de riz à 17 000. Donc vous voyez le problème que la population de Liboré, je veux dire la population du département de Kolo va vivre. Aujourd'hui, nous sommes à 4 ou 5 villages inondés, dans 24 heures, nous allons rentrer dans 11 villages inondés. L'appel que nous avons à lancer, vraiment, il faudrait que les autorités prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, le problème qui va arriver à la commune de Liboré, c'est lié au non-blocage de là où l'eau a commencé à couler sur le goudron. Pour cela, il faudrait qu'on arrive à barricader cet endroit-là pour empêcher l'eau de rentrer dans l'aménagement. Dama irguto irwundu koni zangu hinkanda hifoyan kan ifoy funga kan Ici, à Liboré Banigungu, on a enregistré beaucoup de dégâts. Nos maisons sont effondrées, on n'a pas à manger. Nos familles exposées à de multiples maladies. Des milliers de familles sont sinistrées. Depuis cette situation, nous n'avons plus de nouvelles de plusieurs familles. Nos problèmes sont multiples. Nous avons appris la visite du président de la République à Saga, mais il n'est pas venu vers nous, ici à Liboré. Nous les appelons de nous venir en aide. Touché par cette situation, le vice-maire de la commune rurale de Liboré s'est rendu sur les sites pour leur apporter compassion et soutien avant de lancer un appel à l'endroit de ses victimes et à l'endroit du gouvernement. Ici, nous sommes sur le deuxième site de Liboré Banigungu, dans l'école traditionnelle de Banigungu. L'événement nous a débordés parce que l'événement nous a pris de court. Le fleuve s'est déversé sur le village dans la nuit, donc ça a surpris tout le monde. C'est ce qui a fait que là-bas, au bas fond, sur les rives du fleuve, il y a près de 85 maisons qui sont effondrées. Plus d'une centaine donc, de familles qui sont sinistrées. Ça a même causé des dégâts humains parce que c'est un chef de famille qui était décédé dans les eaux. À l'endroit de ces familles, donc, ils ont notre soutien, nous leur soutenons moralement
et physiquement. Et nous demandons et nous continuons de demander et à l'État et à toutes les bonnes volontés de nous venir en aide. Parce que ces populations-là, ces gens-là ont vraiment besoin de l'aide. Au-delà du village inondé, la voie qui relie ce village à la capitale est impraticable sur plusieurs dizaines de mètres, rendant du coup difficile l'accès à ce village. Retour ici à Niamey, c'est pour parler du mouvement associatif dénommé Mouvement Nigérien pour la démocratie, le monde Kourtia, avec à sa tête Madame Raiki Moussa, qui a tenu ce matin un point de presse. Cette sortie médiatique vise à apporter des éclaircissements sur les vraies motivations de la création de cette association qui compte accompagner les femmes, donc les jeunes et les personnes handicapées des formations politiques dans les instances de prise de décision. Le résumé de cette sortie médiatique avec Arita Salah et Halidou Bourema. Les allégations selon lesquelles le mouvement nigérien pour la démocratie, Monde Kourtia, est un parti politique sont balayées d'un revers de la main à travers ce point de presse animé par sa présidente Madame Raiki Moussa. Cette femme entrepreneur responsable de l'entreprise Mata Matasa Investing a, dans une approche interactive, créé la plateforme dénommée Mouvement Nigérien pour la démocratie, le Monde Kourtia, pour accompagner les femmes, les jeunes, les personnes handicapées dans le processus électoral, quel que soit le parti politique. Nous avons réfléchi pour voir dans quelle mesure nous allons permettre à nos cibles d'accéder et de participer aux instances de décision. Et c'est là, après de longues réflexions, dans une approche itérative et soutenue, nous avons décidé de créer une nouvelle plateforme. Et cette plateforme a pris le nom d'un mouvement avec un statut d'association de défense des droits humains et de la démocratie. Alors la plateforme, elle s'appelle le Mouvement Nigérien pour la démocratie. Madame Raiki Moussa présente les objectifs de ce mouvement associatif Monde Kourtia. Le mouvement vise, entre autres, 3 objectifs principaux. D'abord, aider les couches vulnérables, que nous appelons les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, pour exercer leur droit à la participation. Ensuite, sensibiliser et éduquer ces couches par rapport à la citoyenneté. Et en dernier lieu, nous comptons promouvoir les intérêts stratégiques, la défense des droits sur des thématiques bien précises et dans des domaines bien déterminés. Alors, pour ce faire, le mouvement compte travailler dans une démarche innovante et inclusive avec tous les partis politiques, de tous bords confondus, et avec les acteurs de la société civile. À travers ce mouvement associatif Monde Kourtia, Mme Raiki Moussa se porte directrice de campagne de toute femme, tout jeune et tout handicapé, quel que soit le parti politique dans lequel il milite pour se positionner. Le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, a tenu ce matin au CCOG, Centre culturel Oumar Ganda de Niamey, son assemblée générale annuelle. Occasion de faire le bilan à mi-parcours, mais aussi de parler de ce qui sera fait à l'approche de la rentrée scolaire 2020-2021. Dans son intervention, le secrétaire général du SNEN regrette que le dialogue social soit en panne au Niger. Précision Alice Ibrahim et Sadoumi. Cette première assemblée générale annuelle du mandat syndical 2018-2021 est une occasion pour le syndicat national des enseignants du Niger d'échanger sur les avancées qui ont été enregistrées et ce qui doit être fait pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Cependant, le secrétaire général du SNEN, Arzika Naneze, n'a pas manqué de relever une panne en ce qui concerne le dialogue. Le dialogue social est en panne. Il est en panne périlleuse dans le secteur de l'éducation
Il est en panne qui pourrait compromettre, si l'on ne prend garde, la stabilité tant recherchée et retrouvée par l'effort des enseignants en dépit des souffrances qu'ils endurent de l'exercice de leurs fonctions. Si cette panne persiste, il n'est pas évident que les années à venir ne connaissent des perturbations sérieuses. Parce que l'enseignant est devenu aujourd'hui la victime de la crise économique que gère l'État. Le scalpel, lorsqu'il y a des crises économiques, est toujours tourné vers le salaire et les pécules des enseignants. Ce qui nous fait vivre aujourd'hui des coupures d'indemnités et autres primes. Et la non-prise en compte des actes administratifs engendrant des exigences financières uniquement en ce qui concerne les salaires des enseignants. Procédant à l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle du SNEN, le secrétaire général de la CDTN, Djibril Idrissa, précise les objectifs visés par la présente réunion du SNEN. La présente Assemblée générale annuelle vous permettra d'échanger profondément sur le bilan de vos activités depuis la tenue de votre dernier congrès et de dégager des recommandations et résolutions en termes de perspective. La CDTN vous apporte son soutien indéfectible dans votre lutte permanente pour le respect des engagements pris par le gouvernement dans la résolution des préoccupations contenues dans votre plateforme revendicative. Elle se tient à vos côtés pour toute action pour laquelle son expertise sera jugée nécessaire. Enfin, il faut noter qu'à l'ouverture de cette Assemblée générale du SNEN, les anciens secrétaires généraux du syndicat que sont Rabiou Daouda, Issa Kassoum et Abdou Abdourahmane ont tour à tour pris la parole pour rappeler aux enseignants de rehausser leur niveau, d'être fiers d'appartenir au corps enseignant tout en renforçant leur formation syndicale. Pour finir de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.